Pour tout savoir sur la création et l'usage des bombes atomiques pendant la Seconde Guerre mondiale, lisez mon livre O Atomo como Arma, disponible sur Amazon et à la boutique WeClub. Pour obtenir ce livre dédicacé, envoyez un email à saladeguerra@gmail.com avec votre code postal pour calculer les frais de port. Aujourd'hui, nous allons parler des technologies les plus importantes qui ont été développées pendant la Seconde Guerre mondiale et qui, encore aujourd'hui, plus de 80 ans après le conflit, continuent de façonner le monde dans lequel nous vivons. Restez avec nous. Ma liste des 10 technologies les plus importantes est basée sur l'utilisation de ces technologies dans notre monde quotidien, dans notre vie civile. Il est évident qu'il existe de nombreuses technologies développées pendant la Seconde Guerre mondiale qui ont eu un impact direct et continuent d'impacter uniquement le monde de la guerre et le domaine militaire, comme par exemple le fusil d'assaut ou les chars plus lourds, n'est-ce pas, qui ont donné naissance aux chars de combat principaux. Et si, par hasard, ma liste est différente de la vôtre, n'hésitez pas à nous le dire ici, dans la section des commentaires. En première position de ma liste, il y a une invention britannique très importante qui a empêché l'invasion allemande du pays en 1940, le radar. Le radar a été développé en Europe à la toute fin des années 30, plus particulièrement par les Anglais, pour pouvoir détecter à distance les formations d'avions qui viendraient contre leur pays pour larguer des bombes ou mener d'autres types d'attaques. En 1940, le Royaume-Uni était le seul pays au monde à disposer réellement d'une chaîne de radars à l'échelle nationale pour la protection de son propre territoire. Et cette chaîne de radars, la Chain Home, a été extrêmement importante pour la victoire britannique lors de la bataille d'Angleterre, car elle a permis que les maigres ressources de la Royal Air Force britannique, à cette époque, soient précisément dirigées contre les formations de bombardiers allemands qui traversaient la Manche pour attaquer des cibles comme Londres, Coventry, Liverpool et d'autres grandes villes britanniques. Au cours des dernières années de la Seconde Guerre mondiale, le radar a été adopté par tous les belligérants, avec des applications non seulement aériennes, mais aussi navales, et même par des puissances technologiquement moins avancées, comme l'Italie et aussi le Japon. Et aujourd'hui, comme nous le savons bien, le radar est omniprésent dans le monde entier, servant au contrôle du trafic aérien et à de nombreuses autres applications. Le numéro 2 de ma liste est la propulsion à réaction, qui a également été développée à la fin des années 30, mais qui a trouvé dans la Seconde Guerre mondiale le laboratoire idéal pour son expansion et son amélioration. La propulsion à réaction est très différente de la propulsion traditionnelle de l'époque, n'est-ce pas, qui utilisait des moteurs à hélice, et elle a été introduite dans les combats à partir de 1942, avec l'arrivée du Messerschmitt Mu-262. Cet avion et aussi le Gloster Meteor, qui était développé parallèlement en Grande-Bretagne, ont été les deux appareils à réaction qui ont combattu dans le ciel de l'Europe entre 1944 et 1945. Et de cette introduction des avions à réaction, qui offraient aux pilotes de chasse des vitesses de pointe bien plus élevées, a résulté toute une révolution. De la seconde moitié du XXe siècle dans le transport aérien, non seulement national, mais aussi international, n'est-ce pas, intercontinental. Donc aujourd'hui, nous avons des avions capables de traverser des océans entiers en quelques heures, relativement parlant, en toute sécurité. Précisément grâce à ces événements d'il y a 80 ans et à la course technologique pour obtenir un avantage décisif dans l'aviation de chasse. En troisième position de ma liste, il y a la pénicilline, le premier champignon qui a été utilisé comme antibiotique. Ce fut une découverte accidentelle d'Alexander Fleming au début des années 30 qui, tellement accidentelle, il l'a ensuite abandonné pendant de nombreuses années. Jusqu'à ce que ces études préliminaires soient découvertes par un groupe de biologistes d'une université britannique. Le résultat de cela fut qu'au début de la Seconde Guerre mondiale, ces biologistes ont rédigé un rapport pour le gouvernement britannique, montrant que ce médicament était potentiellement révolutionnaire dans le traitement des blessures de combat des soldats britanniques. Par conséquent, il a été classé prioritaire du Premier ministre Winston Churchill pour son financement et son développement. Avec l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale, l'argent américain est également arrivé.
Ainsi, le gouvernement des États-Unis a financé pas moins de 16 grands laboratoires à travers tout le pays pour la production de pénicilline à grande échelle. Le résultat de cela fut qu'à partir de 1943, des doses de pénicilline commencèrent déjà à être disponibles sur les lignes de front américaines et britanniques, en quantité suffisante pour traiter les cas les plus graves d'infection, dus aux blessures de combat. Et cette utilisation de la pénicilline pendant la Seconde Guerre mondiale fut responsable de la réduction drastique du nombre de pertes alliées dues aux maladies infectieuses et bien sûr aussi aux blessures de combat. La pénicilline, après la guerre, est devenue le premier grand antibiotique à être diffusé dans le monde entier, révolutionnant le traitement des blessures et des maladies jusqu'à nos jours. Numéro 4 de notre liste, je vais revenir à l'aviation et, cette fois, parler de l'aviation commerciale dans son ensemble. Et bien sûr, l'aviation commerciale apparaît à la fin de la Première Guerre mondiale, pas à la fin de la Seconde. Mais à la fin de la Première Guerre mondiale, les avions étaient encore largement fabriqués en bois et en toile. Et c'étaient des avions fragiles, petits, qui ne pouvaient pas transporter beaucoup de passagers et, par conséquent, le transport aérien entre les deux guerres mondiales était une activité extrêmement restreinte et coûteuse. Mais avec la Seconde Guerre mondiale, l'établissement de gigantesques usines d'aéronefs et la technologie aéronautique, modifiant déjà la construction des avions vers une structure entièrement métallique, ont fait que le nombre d'avions de transport disponibles à la fin du conflit était si important. Et ces chaînes de montage si étendues, n'est-ce pas si richement équipées, ont été rapidement modifiées pour produire des modèles civils. Pour vous donner une idée, l'avion de transport qui a réellement créé l'aviation commerciale après la Seconde Guerre mondiale était le bimoteur Douglas DC-3. Cet avion-là, dans sa version civile, n'a été fabriqué qu'à 600 exemplaires, mais dans sa version militaire, le Douglas C-47, il y a eu pas moins de 16 000 unités produites. Et une grande partie de ce nombre a tout simplement été convertie pour un usage civil à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc grâce à l'expansion de l'aviation pendant ce conflit, aujourd'hui nous avons une aviation commerciale assez robuste et relativement accessible pour presque tout le monde. Le numéro 5 de ma liste est l'énergie nucléaire. Et bien que la bombe atomique développée pendant la Seconde Guerre mondiale soit une application militaire, encore aujourd'hui uniquement, bien sûr, la production d'énergie nucléaire est un sous-produit du programme de la bombe atomique. Parce que pour construire une bombe atomique, au départ, une équipe de physiciens de l'Université de Chicago, dirigée par Enrico Fermi, a construit un réacteur nucléaire en 1942. Et bien que les priorités de la Seconde Guerre mondiale dictaient que toutes les recherches devaient se concentrer sur le développement de l'arme nucléaire, toutes les connaissances de base existaient déjà pour la construction d'un réacteur de production d'énergie électrique. Ainsi, peu de temps après la fin de la Seconde Guerre mondiale, ces connaissances accumulées ont été réorientées vers la production d'électricité, sous la forme des nouvelles centrales nucléaires. Aujourd'hui, nous avons donc des centrales nucléaires dans plusieurs pays du monde, y compris ici au Brésil, avec le complexe de centrales nucléaires d'Angra do Reis. Et bien qu'ici, au Brésil, le pourcentage de production d'énergie nucléaire soit encore assez faible, dans d'autres pays, il devient majoritaire. Passons au numéro 6 de la liste avec le développement des fusées, n'est-ce pas? Parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, les premières fusées opérationnelles à carburant liquide ont été créées. Et bien qu'on puisse associer cette invention de l'Allemand Werner von Braun à l'origine aux missiles, donc à une application militaire, en réalité, ces mêmes fusées à propulsion liquide ont été modifiées immédiatement après la guerre pour être utilisées à des fins scientifiques, lançant de petites charges scientifiques dans l'espace, télédétection. Et en 1950, ils ont commencé à lancer des satellites en orbite. Donc si aujourd'hui vous regardez une retransmission en direct d'un événement sur un autre continent, comme par exemple la Coupe du Monde, c'est grâce au réseau de satellites qui se trouve dans l'espace en raison du développement des fusées pendant la Seconde Guerre mondiale. Numéro 7 de ma liste, les hélicoptères qui ont également commencé à apparaître dans les années 30 peu avant la Seconde Guerre mondiale sous la forme de divers prototypes avec des formes différentes.
Mais c'est pendant la Seconde Guerre mondiale que les industries Sikorsky, là-bas aux États-Unis, sont apparues. Avec le premier hélicoptère, n'est-ce pas, avec cette forme d'hélicoptère que nous connaissons aujourd'hui, avec le rotor de queue qui stabilise le vol de l'appareil. L'hélicoptère, immédiatement après la Seconde Guerre mondiale, en raison de son type de vol très innovant, n'est-ce pas, qui permettait de poser l'appareil avec précision sur le terrain, a également révolutionné le marché de l'aviation civile. À partir de là, nous avons eu la capacité de transporter des charges et des passagers vers de petits points installés au sommet de très grands bâtiments, n'était-ce pas des héliports. Le sauvetage de personnes dans des régions sauvages, très éloignées des centres urbains. Et aussi pour la police, la surveillance et, en fait, de nombreuses autres technologies. L'hélicoptère aujourd'hui est encore une machine volante très importante et irremplaçable, fruit de cette course technologique de la Seconde Guerre mondiale. Passons maintenant au numéro 8 de notre liste avec les ordinateurs électroniques. L'origine des ordinateurs tels que nous les utilisons aujourd'hui vient du besoin britannique de déchiffrer les messages du système de cryptographie allemand des machines Lawrence et Enigma pendant la Seconde Guerre mondiale. Cet effort a donné naissance à un ordinateur appelé Colossus, qui, dans les dernières années de la guerre, parvenait à lire les messages allemands avant même que les Allemands eux-mêmes ne puissent les décoder en Europe. Mais aux États-Unis, un autre projet allait beaucoup plus loin. Ce projet américain, qui a finalement été connu sous le nom d'ENIAC, allait devenir un grand ordinateur électronique programmable. Contrairement à ses prédécesseurs, il pouvait simplement être reprogrammé pour effectuer différentes fonctions, tout comme les ordinateurs que nous avons aujourd'hui. Et bien que ce projet aurait dû être terminé pendant la guerre pour aider initialement au calcul de trajectoire de tir, il n'a été achevé qu'en 1946. Mais il s'agissait d'un projet directement issu du financement de l'effort de guerre américain. Après la guerre, alors, toutes les connaissances en ingénierie informatique ont commencé à être lentement transférées également au secteur civil. Et avec la miniaturisation des ordinateurs au cours des années 60 et au début des années 70. Aujourd'hui, nous avons pratiquement dans tous les foyers une machine de ce type pour faciliter notre vie. Numéro 9 de ma liste, la technologie des micro-ondes. En octobre 1940, une délégation britannique dirigée par Sir Henry Tizard a débarqué aux États-Unis, qui devait offrir aux Américains un ensemble de technologies britanniques en échange de la capacité de production nord-américaine pour l'effort de guerre britannique. Parmi ces nouvelles technologies, il y avait un petit appareil pas très impressionnant, connu sous le nom de magnétron à cavité, un générateur de micro-ondes de haute puissance. À l'époque, même les Américains n'avaient aucune idée de son fonctionnement. Il y a eu de nombreuses applications militaires des micro-ondes pendant la Seconde Guerre mondiale, mais le fait le plus intéressant s'est justement produit en 1945, dans les derniers jours du conflit. Un scientifique nord-américain appelé Percy Spencer, qui travaillait chez Raytheon, mangeait du chocolat et a mis l'emballage dans sa poche et, par inadvertance, il est passé près d'un générateur de micro-ondes. Quand il a compris la situation, il a dit que c'était étrange, a mis la main dans sa poche et vu que le chocolat avait fondu. Alors il a répété l'expérience et a constaté que les micro-ondes étaient incapables d'agiter les particules à l'intérieur des aliments et de faire en sorte que ces particules chauffent. Le résultat de cela a été qu'en 1947 seulement, 2 ans plus tard, le premier four à micro-ondes commercial de l'histoire a vu le jour. Une histoire que tout le monde connaît aujourd'hui et dont les appareils sont présents dans notre quotidien, réchauffant nos repas de manière sûre et continue. Et enfin, en 10e position de ma liste, il y a le jambon en conserve. Je suis sûr que celui-là t'a surpris, n'est-ce pas? Eh bien, le jambon en conserve, également connu sous le nom de viande en conserve en boîte, est apparu à la fin des années 30 aux États-Unis sous la marque Spam, qui est une contraction de Spiced Ham, ou jambon épicé. C'était une sorte de viande en conserve à bas coût, développée pour la consommation des familles américaines pendant la Grande Dépression. Sans besoin de réfrigération, elle pouvait se conserver des mois sur l'étagère et était prête à l'emploi dès qu'on l'ouvrait.
Mais c'est seulement pendant la Seconde Guerre mondiale, avec l'immense besoin de nourrir des millions de soldats à des milliers de kilomètres des États-Unis, que le spam s'est répandu et est devenu ce qu'il est aujourd'hui. C'est parce qu'il a été intégré comme élément obligatoire dans les fameuses rations de combat et permettait aux soldats alliés de consommer des protéines pratiquement partout dans le monde. C'était quelque chose de bien plus difficile à réaliser pour les nations de l'Axe qui ne possédaient pas cette technologie. Et donc, dans l'immédiat après-guerre, en raison de l'énorme croissance de cette industrie pendant le conflit, le jambon en conserve s'est répandu dans le monde entier ou presque. Et dans certains endroits, comme Hawaï, il est considéré encore aujourd'hui comme une délicatesse. Parce que là-bas, dans cet archipel où il n'y a pas beaucoup d'espace pour l'élevage de troupeaux destinés à la viande, le spam est devenu la première forme accessible de consommation de protéines de viande rouge pour une grande partie de la population. Maintenant, dis-moi, selon toi, laquelle de ces technologies est la plus importante et laquelle utilises-tu le plus dans ta vie quotidienne ? Dis-le nous dans les commentaires. Et n'oublie pas de garantir ton exemplaire de O Atomo Como Arma, dédicacé par mes soins. Il suffit d'envoyer un email à Sala de Guerra avec ton code postal pour que je puisse calculer les frais de port.